Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio de Planète Daron, bienvenue chez vous. On ne naît pas parent, on le devient et parfois on doute. Je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur les réalités, les doutes et les vérités de la parentalité. Ici, on met des mots sur ce qui déborde, sur ce qui bouleverse, sur ce qui transforme. Parce que comprendre, c'est déjà reprendre du pouvoir. Parce qu'entendre une histoire peut alléger la nôtre. Parce qu'aucun parent ne devrait se sentir seul. Ensemble, nous allons tisser des liens, briser des tabous et tenter de faire bouger les lignes. Ce que vous vivez mérite d'être entendu. Alors, installez-vous, respirez, la discussion commence. Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Madame Nicolas Jack, votre parcours est tellement impressionnant. Avant de plonger dans notre discussion qui s'annonce passionnante, j'ai envie de prendre le temps. Prendre le temps pour mettre en lumière l'ampleur de vos recherches, de votre travail, afin que la communauté de Planète Daron, plus de 12 000 parents, en mesure toute l'importance. Je suis très heureuse et sincèrement honorée de vous accueillir à mon micro aujourd'hui. Et je remercie Partenamut qui soutient cet épisode aujourd'hui d'avoir rendu cette rencontre possible. Une collaboration qui fait tellement de sens, avec un objectif commun, accompagner les parents et lever le voile sur les réalités, les doutes et les vérités de la parentalité. Alors, pour commencer, vous êtes docteur en psychologie et professeur en psychologie médicale et de la santé à l'Université catholique de Louvain. Et avec votre collègue Isabelle Roskam, vous êtes aujourd'hui une référence internationale dans la recherche sur le burn-out parental. Avant d'en arriver là, vous avez travaillé sur les compétences émotionnelles et la gestion du stress. Et puis vous avez contribué à mettre des mots, un cadre, une réalité scientifique sur quelque chose que beaucoup de parents vivent sans toujours comprendre. Parce que des parents épuisés, il y en a toujours eu. Mais pendant longtemps, ce n'était pas un sujet. Ou en tout cas, pas un sujet étudié et reconnu. La notion de burn-out avait déjà émergé dans les années 70, mais on parlait alors uniquement du burn-out professionnel. Ensuite, 2 chercheurs américains observent tout de même que cet épuisement pourrait aussi exister dans la sphère parentale. Quelques études, quelques signaux faibles, mais rien de vraiment construit. Dans les années 80, une première trace du burn-out parental apparaît avec un ouvrage publié en 1983 qui s'intitule « Burn-out d'une mère chrétienne » de Elisabeth Landstrom. Et puis, le sujet retombe complètement dans l'ombre, sans réelle continuité dans la recherche. Il faudra attendre 2007 pour voir réapparaître un intérêt scientifique avec une équipe suédoise qui étudie le burn-out chez des parents d'enfants gravement malades. Et puis en 2015, vous débarquez, vous, avec vos travaux, avec votre collègue Isabelle Roskam, vous venez changer la donne. Vous structurez, définissez et vous faites émerger le burn-out parental comme un véritable sujet de recherche. Aujourd'hui, dans notre contexte sociétal, ce phénomène résonne plus que jamais. Vous démontrez que le burn-out parental est un phénomène à part entière, distinct du burn-out professionnel, avec ses propres mécanismes et ses propres conséquences. Aujourd'hui, grâce à vos recherches, ce phénomène est reconnu à l'international. Vous co-dirigez le Parental Burnout Research Lab, un laboratoire de référence mondiale, avec des études menées à grande échelle, dans de nombreux pays, avec des outils validés scientifiquement. Vos travaux montrent que le burn-out parental est loin d'être marginal, qu'il touche des mères, des pères, des familles entières, et surtout qu'il peut avoir des conséquences très graves sur les parents, sur l'enfant et sur le couple. Mais ce que je trouve essentiel dans votre approche, c'est que vous sortez de la culpabilité individuelle. La parentalité est un sujet profondément politique, un système, des exigences, un contexte qui dépasse souvent les ressources des parents. Et évidemment, vous ne vous êtes pas arrêté au constat. Vous avez aussi travaillé sur la prévention, sur des solutions concrètes, des outils accessibles pour aider les parents, les professionnels à comprendre, détecter et agir. J'ai presque fini, mais il fallait vraiment prendre ce temps. C'est super. Non, vraiment, c'est top. Ah, mais merci. C'est la première fois que quelqu'un fait une introduction aussi complète. Ah, ben ça me fait plaisir. Bravo. Vraiment. Parce que vous avez également coécrit plusieurs ouvrages de référence, dont le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir, et le burn-out parental, comprendre, diagnostiquer et prendre en charge. Vous êtes une figure majeure de ce sujet, une pionnière, et surtout une voix qui permet à beaucoup de parents de se sentir moins seuls. Alors pour tout ça, merci beaucoup, vraiment. Merci à vous de me recevoir. Je suis vraiment super honorée. Et je voudrais juste encore faire un tout petit focus sur le fait que je suis très fière de collaborer avec Partenamut, la première mutualité francophone libre et indépendante de Belgique qui soutient cet épisode, ce podcast Planète Daron. Chez Partenamut, une conviction est claire. Prendre soin de sa santé mentale ne devrait jamais être un luxe. Et c'est dans cette logique qu'ils ont mis en place Déclic Psy. Jusqu'à 3 consultations vidéo avec un psychologue par an, entièrement prises en charge. Vous ne devez absolument rien débourser. Et ce n'est pas tout. Les suivis psy de couple ou familiaux sont remboursés jusqu'à 400 € par an. Parce que des parents qui vont bien, ce sont des enfants qui vont bien. J'en dis pas plus.
et je vous dis enfin bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Moira. Encore une fois, un énorme grand merci et je voudrais, je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que j'ai l'impression d'avoir fait toute votre biographie en long et en large. Vous l'avez très bien fait. Sauf si vous avez envie de rajouter quelque chose. Je suis maman. Vous avez combien d'enfants ? Une Louise qui a 12 ans. Du coup, j'ai envie de vous demander juste comment vous allez aujourd'hui ? En dehors du fait que j'ai une angine, ça va très très bien. Non, je suis toujours heureuse d'avoir l'occasion de partager des résultats de recherche avec les parents en fait, parce que c'est pour eux qu'on fait ce travail. Tout à fait. Au final. Est-ce que vous pouvez définir le burn-out parental ? Alors, on peut le définir en une phrase et puis on peut le définir par ses symptômes et je vais faire les deux. Alors, en une phrase, le burn-out parental, c'est un syndrome d'épuisement qui trouve son origine et son expression principale dans la parentalité. Donc, c'est un syndrome d'épuisement parental. Alors, ce syndrome, il va comprendre 4 grands symptômes spécifiques parce que, bien sûr, comme pour tous les troubles psychologiques, on a des symptômes spécifiques caractéristiques de ce trouble et puis toujours des symptômes non spécifiques comme des troubles du sommeil, des troubles somatiques, etc. Les 4 grands symptômes spécifiques du burn-out parental sont aussi en fait des stades parce qu'ils ne vont pas arriver tous en même temps. Le premier, c'est l'épuisement. Et c'est important de comprendre que l'épuisement, c'est pas la fatigue. La fatigue, ça passe après 2-3 bonnes nuits de sommeil. L'épuisement, c'est vraiment être au bout du rouleau. Vous êtes au bout du tiroir à énergie, il n'y a plus rien. La personne a l'impression de ne plus du tout avoir d'énergie, que la simple pensée, en fait, de ce qu'elle doit faire pour ou avec ses enfants est déjà épuisante. Sentiment de ne plus avoir d'énergie. Alors, ça va engendrer le second symptôme, qui est en fait le second stade, c'est la distanciation affective d'avec ses enfants. Vous n'avez plus d'énergie, donc qu'est-ce que vous faites ? Le peu d'énergie que vous avez, vous le gardez pour vous. Vous êtes en mode survie. Exactement, ça. Vous êtes en mode survie, donc vous mettez un pied devant l'autre, mais vous êtes en pilote automatique, en mode robot, on pourrait dire. Quelque part, l'investissement émotionnel, relationnel que vous aviez vis-à-vis de vos enfants. Votre enfant, avant, il rentrait en pleurs de l'école. Vous lui disiez, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? Même si vous aviez une journée difficile, vous preniez le temps de lui demander, de le consoler, etc. Et là, en fait, c'est too much. Et donc, vous allez juste avoir envie qu'il arrête avec ses jérémiades. Oui. Donc il y a cette distanciation affective qui est le second grand symptôme. Le troisième, c'est la perte de plaisir d'être avec ses enfants. Donc ce n'est pas le fait que vous n'aimez plus vos enfants. Les parents en burn-out, ils continuent d'aimer leurs enfants, mais typiquement, ils vont nous dire « j'adore aller regarder mes enfants dormir le soir parce que c'est le seul moment où je peux encore éprouver tout l'amour que j'ai pour eux. Parce que quand je suis en leur présence, ce sont les sentiments négatifs qui vont dominer, l'irritation, l'impatience, le stress. Et c'est plus l'amour, le plaisir, la fierté, l'émerveillement qui va dominer. Donc on a vraiment une perte d'épanouissement d'être parent. Et alors... Mais bien évidemment, tout ça va engendrer le 4e symptôme qui est le contraste, qui est un double contraste en fait, à la fois le contraste avec le parent que vous étiez avant, vous ne vous reconnaissez plus, puis le contraste avec le parent que vous vouliez être. Et ce sentiment de contraste va amener de la culpabilité, de la honte, de la détresse et peut vraiment aller jusqu'à la haine de soi parce que imaginez vous avez été une mère ou un père hyper impliquée, bienveillante, etc. et puis vous regardez être un parent qui crie, qui n'a plus aucune patience, qui s'énerve à la moindre chose, ça peut aller jusqu'à la haine de soi. Ce contraste il est extrêmement difficile à vivre et assez rapidement en fait vous allez avoir tous ces 4 symptômes, donc l'épuisement, la distanciation affective, la perte de plaisir d'être parent et le contraste qui vont se renforcer mutuellement. Et vous avez une espèce de boule dense de symptômes et vous avez l'impression que vous n'allez pas en sortir. Et donc ça, c'est peut-être un premier message que je voudrais faire passer en début de ce podcast, c'est que le burn-out parental, on s'en sort. On s'en sort. On y reviendra, mais on s'en sort. Mais est-ce que les parents arrivent à mettre des mots ? Enfin, vous décrivez les symptômes avec tellement de justesse, c'est tellement précis. Et les parents, déjà, à le verbaliser, ça doit être extrêmement compliqué à verbaliser. Et puis, est-ce qu'ils le disent de cette manière-là aussi ? Les 4 piliers de la distanciation émotionnelle, même l'épuisement, déjà, de pouvoir se dire on est un épuisement, parce que j'imagine bien qu'il y a des parents qui sont épuisés, mais qui se disent juste bon, on continue à avancer. La perte de plaisir, tu dis ça va passer. Comment ? Oui, et ça c'est très important ce que vous dites en fait, c'est que ces symptômes-là, on peut tous en fait les éprouver à un moment ou à un autre de notre parentalité et ça peut passer. Ce qui fait le burn-out parental, c'est que ça ne passe plus et que pendant des semaines, des mois, on se retrouve complètement
épuisé, etc., etc. Alors, est-ce que les parents mettent des mots ? Eh bien, en réalité, oui. Et donc, c'est sur cette base, en fait, c'est sur base d'entretien avec des parents épuisés que nous avons progressivement construit les échelles de mesure du burn-out parental. Donc, c'est tout un processus scientifique dans lequel on ne va pas rentrer ici. La première étape, en fait, c'est d'écouter les parents. Et donc, de recruter des parents qui se disent en burn-out parental, de les interviewer, de prendre le temps de les interviewer. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures parfois. Et puis, de rechercher, en fait, quels sont les points communs, quelles sont les thématiques communes entre tous ces parents. Parce que, bien évidemment, et on y reviendra, chaque burn-out parental a son histoire. Donc, les causes, ce qui va amener le parent en burn-out vont être très différentes. Mais par contre, il y a un lot, si vous voulez, de symptômes qui sont communs à tous les parents épuisés. Ils ne vont pas tous employer le mot épuisé, quoique ce mot-là, ils vont tous l'employer. Mais certains vont ajouter aussi, j'étais au bout du scotch, j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. Vous voyez ? Mais le mot épuisé, ça revient chez tous les parents. Épuisé. Alors pareil, la distanciation affective, certains vont vous dire, j'étais en mode robot, j'étais en pilote automatique, je n'arrivais plus à écouter mes enfants, j'arrivais plus à m'investir émotionnellement auprès d'eux. La manière dont ça va être dit, je me sentais distante, j'arrivais plus à être connectée émotionnellement. La façon dont ça va être dit est parfois légèrement différente, mais c'est le même symptôme sous-jacent, c'est cette distanciation. Pareil pour la perte de plaisir. Certains vont vous dire, j'en avais ras-le-bol d'être mère, j'avais envie d'être autre chose qu'un père ou une mère, j'en pouvais plus d'être mère, j'en pouvais plus d'être avec mes enfants, et pourtant je les aimais. Vous voyez, on est toujours là-dedans. Et pareil pour le contraste. J'avais honte du parent que j'étais devenue, je me sentais coupable. Ces 4 symptômes-là, on les retrouve en fait chez tous les parents qui sont en burn-out parental. Mais comme je l'ai dit, ce sont des stades. Ce qui va être très important, et notamment dans la prévention du burn-out, c'est d'arriver à repérer la phase d'épuisement quand elle dure, avant qu'on dédringole la pente, si je puis dire, des autres symptômes. Parce que j'allais vous poser la question, parce que ça arrive petit à petit, c'est pas brutal. Exact. C'est l'accumulation, tu rentres en fait dans cette phase, et puis j'imagine que du coup, ça s'accumule et à un moment donné, t'es cramé. Absolument, exactement. Est-ce que les professionnels de la santé sont aujourd'hui capables d'accompagner les parents pour le diagnostiquer ? Oui, et donc c'est vraiment une excellente question parce que ce parent qui ressent tous ces symptômes, vers qui est-ce qu'il se tourne ? Et de fait, comme vous dites, les 2 premiers réflexes, ça va être le médecin ou le médecin généraliste ou un psy. Alors, on a fait tout un travail avec les mutuelles et ce que vous faites aujourd'hui y participe de sensibilisation. À la fois des parents, pour qu'ils puissent mettre un mot, se dire que ça existe, qui ne sont pas les seuls dans ce cas. À l'heure où nous parlons, il y a plusieurs milliers de parents belges qui sont dans cette situation. C'est quoi le chiffre ? Entre 100 et 200 000 parents belges. Donc 100 et 200 000 ? Voilà, c'est pas des petits nombres. Alors que le parent, quand il est en burn-out, se sent extrêmement isolé. Et puis, il y a un deuxième travail qui est celui de sensibilisation des professionnels. Donc, il y a un travail qui est fait auprès des médecins généralistes notamment, mais ce travail doit être poursuivi parce qu'il y a un mémoire qui vient d'être fait par une médecin généraliste qui montre que, en fait, les médecins sont très bien capables de le repérer, ce burn-out parental. Ils le repèrent très bien, ils font bien la différence avec la dépression, avec le burn-out professionnel pour la plupart d'entre eux, mais qu'après, ils ne savent pas très bien quoi faire, comment aborder ce sujet avec leurs patients. Ils se trouvent parfois dans une situation de est-ce que je peux mettre ce mot, est-ce que je peux le dire, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un tabou plus important que concernant le burn-out professionnel. Et alors, par rapport à l'INAMI, ils disent dans ce mémoire qu'ils n'osent pas nécessairement mettre le mot burn-out parental, alors qu'ils se sentent tout à fait à l'aise de mettre le mot burn-out professionnel pour un arrêt de travail, qu'ils vont parfois mettre le mot, parfois ils vont mettre burn-out professionnel alors que c'est un burn-out parental, parfois ils vont mettre le mot dépression, etc. Là, ils ne se sentent pas tout à fait légitime peut-être à l'aise de le faire. Donc, il reste un travail important à faire quand même, notamment avec l'INAMI, le SPF, etc. Et puis, alors, il y a tout ce travail de formation des psychologues, des psychothérapeutes, qui avaient beaucoup de demandes. Quand on a commencé à parler du burn-out parental en 2017 puis 2018 avec la pandémie, c'est quand même fort relevé. On avait beaucoup de demandes des psychologues, psychothérapeutes. Donc, on a fondé cet institut de formation, donc Training Institute for Psychology and Health, qui délivre des formations sur le burn-out parental, notamment aux professionnels. Donc là, on a toute une série, donc depuis 2020, on a 2500 psychologues, psychothérapeutes qui se sont formés. Et il y a, si vous allez, ou si les parents qui nous écoutent vont sur le site www.burnoutparental.com, s'ils vont dans l'onglet parents, et puis que là, ils cherchent dans les sous-rubriques
s'en sortir, ils vont avoir un annuaire de professionnels formés qui, a priori, ont encore de la place dans leur consultation. Parce que les professionnels peuvent venir et sortir de l'annuaire. Il y a à peu près 300-400 professionnels qui souhaitent être référencés à un moment donné sur les 2500, parce qu'il y en a beaucoup dont, malheureusement, la consultation est complète. Oui, ça arrive souvent, malheureusement, où en fait tu n'as pas d'aide en tant que parent dans des situations critiques. Ouais. Et ce qui différencie donc le burn-out parental du burn-out professionnel, de la dépression ou de la dépression du postpartum, c'est vraiment ces 4 piliers, ces 4 socles où vous avez autre chose. Ça dépend par rapport à quoi. Donc par rapport au burn-out professionnel, la principale différence, c'est que cela trouve son origine dans le contexte parental. Par rapport à la dépression, c'est que le burn-out, qu'il soit parental ou professionnel, est un trouble contextuel. Okay. Donc vous pouvez être en burn-out parental et éprouver du plaisir à aller au travail. Même y voir une bouffée de respiration. Vous pouvez être en burn-out professionnel et avoir du plaisir à être avec vos enfants, votre conjoint. La dépression, c'est transversal à toutes les sphères de vie. Vous n'avez plus de plaisir du tout, ni au travail, ni dans votre parentalité, ni dans votre conjugalité, ni avec vos amis. Et voilà, la dépression, c'est transversal aux sphères de vie. Et la dépression du postpartum, ça, c'est une dépression. Alors, c'est parfois difficile de faire la différence entre le burn-out parental quand on se situe comme ça dans les 13 premiers mois après la naissance d'un enfant, puisque pour parler de dépression postpartum, ça doit être dans les 13 premiers mois après la naissance d'un enfant. Là, il y a souvent beaucoup de facteurs qui s'accumulent et on est souvent dans quelque chose de mixte qui est à la fois un épuisement et à la fois une dépression. Mais donc ça, le burn-out parental, c'est vraiment contextuel. Mais est-ce que pour les parents, est-ce qu'ils ont du mal à verbaliser ? Est-ce que vous avez remarqué en consultation ou dans vos recherches que la honte, en fait, la culpabilité... Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on leur ouvre un espace de parole, que ce soit via la recherche ou que ce soit parce qu'on est un professionnel spécialisé dans le burn-out parental, et donc ils savent qu'on peut entendre, recevoir, accueillir ça, les parents se livrent. Mais par contre, vous faites très bien de soulever cette question quand même de cette difficulté à verbaliser dans tout autre contexte. Et donc, beaucoup de parents se sentent complètement honteux, se sentent extrêmement seuls et n'osent pas en parler. L'écrasante majorité n'ose même pas en parler à son conjoint. On a beaucoup de mamans ou même de papas, on pourra y revenir, dont le conjoint, qui n'en ont jamais parlé en ces termes à leur conjoint. Et a fortiori, pas du tout à leur entourage et pas non plus à des professionnels. Et donc ça, c'est vraiment important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé cet annuaire sur le site www.burnoutparental.com, c'est que les parents sachent que là, il y a des professionnels qui ont été formés au burn-out parental qui sont capables d'entendre ça, qui sont formés mais qui ont l'ouverture pour entendre. C'est ça. Oui, pour déculpabiliser, du coup. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Et pouvoir donner des petits outils. Voilà. Vous conseillez à un parent en burn-out parental d'en parler à son conjoint ? Alors oui, je conseille à un parent en burn-out parental d'en parler à son conjoint. Et d'ailleurs, le plus tôt est le mieux. Parce qu'à un moment donné, parfois, certains parents en parlent tellement trop tard, qu'ils sont tellement au bout du rouleau qu'à ce moment-là, ils attendent du conjoint que le conjoint reprenne toutes les tâches. Et alors, ce qu'on voit apparaître, c'est un double burn-out. C'est que le conjoint ou la conjointe qui était moins impliqué pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, se retrouve avec tout, tombe lui-même ou elle-même. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir en parler le plus tôt possible pour redéfinir le partage des tâches et aussi trouver parfois ensemble de l'aide, du soutien, des solutions à l'extérieur. Un burn-out professionnel, un médecin généraliste vous mettra très probablement à l'arrêt. Est-ce que pour le burn-out parental, on fait ça aussi ? Est-ce que les parents sont mis à l'arrêt ? Est-ce que c'est reconnu ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce que le médecin conseil accepte aussi ? Parce que donc, j'imagine que ça ne se soigne pas en 3 semaines. C'est compliqué. Il y a encore un travail de reconnaissance qui doit être fait, un travail de formation. Et chaque fois qu'on parle de ce sujet, ça y participe. Donc, merci à vous. Alors, aujourd'hui, oui, un certain nombre de médecins vont mettre le parent en arrêt, mais c'est pas toujours ce que le parent demande. Et parfois, en fait, certains parents nous disent, mais mon médecin m'a mis en congé maladie, mais moi, mon travail, c'était une zone de respiration. Et en fait, ce dont j'aurais besoin, c'est de pouvoir prendre 2 semaines de vacances seule ou avec des copines à l'extérieur. Et qu'à ce moment-là, mon conjoint, ma conjointe s'occupe des enfants ou qu'il y ait une solution structurelle pour prendre en charge mes enfants. Et donc la demande n'est pas toujours loin de là d'être mis en arrêt maladie. On sait très bien que quand une personne est en arrêt, parfois le conjoint ou la conjointe attendent qu'il prenne d'autant plus en charge les aspects parentaux ou familiaux. Donc ça peut être un piège dans le cas du burn-out parental. Je ne vais pas dire que ce n'est
jamais la bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse nécessairement. Et c'est certainement pas l'unique réponse. Ouais. Vous venez de m'ouvrir les yeux parce que mon mari a fait un burn-out parental. Il est resté à la maison et maintenant je suis en train de me dire mais mince, j'ai fait exactement ce que vous venez de décrire. J'attendais du coup de lui qu'il prenne davantage. Qu'il prenne l'avantage et qu'en plus il s'occupe de la maison et qu'en plus il s'occupe de notre fils, alors qu'en fait je suis en train de me rendre compte qu'en fait alors que c'est moi qui ai mis le mot dessus, je lui ai mis les mots dans la bouche, je lui ai dit je pense que, qu'est-ce que tu en penses? Il avait beaucoup pleuré, tous les deux on pleurait beaucoup parce que c'est extrêmement culpabilisant. Notre fils a une maladie génétique et donc en fait on a fait un burn-out l'un à la suite de l'autre pour se sauver l'un à l'autre aussi. Parce que du coup quand l'un était dans le mal, on essayait de tenir. Et c'est vrai que là, je me rends compte que pas ouf, en fait, le contexte dans lequel je l'ai mis aussi. Donc c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire, c'est ça. Oui, ça peut être une solution parce que parfois, mais ce n'est pas la solution et c'est rarement la meilleure solution. Tout à fait. Au niveau du contexte sociétal, dans l'histoire de nos sociétés, il y a eu un moment de bascule où l'enfant a commencé à être considéré comme une personne à part entière et plus seulement comme un être à nourrir et à protéger. Donc ça vient de la Convention internationale de 1989. On est passé d'une logique de soins et de survie à une attention portée aussi aux besoins affectifs, émotionnels et relationnels. Est-ce que c'est ce constat-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de burn-out parental ? Je dirais que c'est un peu plus complexe que ça parce que sinon, on aurait envie de dire mais il ne faut pas faire de convention. C'est la manière dont nous avons traduit cette convention en application, dont nous avons mis cette convention en application dans certains pays. Dans certains pays. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a énormément de pays qui sont signataires de cette convention. L'écrasante majorité des pays le sont, mais elle n'a pas été traduite de la même manière dans tous les pays. Le statut de l'enfant, effectivement, a changé. Donc aujourd'hui, on reconnaît que l'enfant est une personne à part entière, avec des droits, etc., des besoins. Ça, c'est vraiment très bien. Mais dans certains pays, et particulièrement certains pays occidentaux, les États-Unis, très certainement, l'ouest de l'Europe, on est allé extrêmement loin, de sorte qu'on a considéré que les besoins de l'enfant primaient tout le temps, en tout lieu, sur les besoins du parent. La parentalité est de toute façon un sacrifice, et c'est normal, mais on est allé vraiment très 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 loin, au point où les parents, dans un certain nombre de pays, ne prennent plus suffisamment soin d'eux pour arriver à prendre soin de leur enfant. Mais ça a toujours été. Ça a été depuis cette convention, depuis 1989, parce que ça, j'ai quand même l'impression que c'est un phénomène plus récent. Voilà, plus récent. C'est-à-dire que cette convention, on ne doit pas rejeter toute la faute sur cette convention. Non, elle a apporté énormément de positifs, mais à un moment donné, un ensemble de facteurs, et pas seulement cette convention, beaucoup de facteurs ont fait boule de neige. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Dans nos pays, à ça, on doit ajouter, et il faut en parler, une mauvaise vulgarisation de ce qu'on entend par parentalité positive dans certains pays. La parentalité positive, pour rappel, au niveau scientifique, est telle que définie dans le contexte notamment de l'Europe. C'est une parentalité où il y a, on pourrait dire, deux jambes, deux piliers. D'un côté, il y a tout l'aspect cadre, discipline, règles, et puis d'un autre, le pilier chaleur, attention aux besoins spécifiques et particuliers de l'enfant, bienveillance. La parentalité positive, c'est une parentalité qui associe ces deux dimensions. Ok. Et bon, on va parler par exemple de discipline positive, mais pour un ensemble de raisons qu'on ne va pas évoquer ici, dans un certain nombre de pays, dont la France, les États-Unis, etc., eh bien, le premier pilier, qui est le cadre, la discipline, la fermeté, on l'a complètement oublié. Et donc, on est uniquement dans la chaleur, l'attention, et d'ailleurs, on a des enfants tyrans, en fait, et où le parent devient complètement soumis au désir, non pas aux besoins, au désir de son enfant. Et là, c'est allé trop loin et un certain nombre de parents s'épuisent là-dedans. Il y a un ensemble de facteurs sociologiques qui vont faire que dans certains pays, on va s'épuiser davantage. Et donc, un parent français, par exemple, ou un parent belge, 6 fois plus de chances de faire un burn-out parental qu'un parent africain, par exemple. Il y a des facteurs culturels qui vont jouer. Et ce n'est pas, on aurait tort de blâmer uniquement la parentalité positive. Il y a toute une série d'autres facteurs. Dans nos pays, Belgique, France, un certain nombre de pays dits occidentaux, on est très seul. Vous élevez votre fils avec votre conjoint, certainement peut-être que vos parents viennent de temps en temps vous donner un coup de main, peut-être que de temps à autre une voisine, mais ça reste marginal. Et quand vous n'en pouvez plus,
sans doute qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de prendre votre fils, l'amener chez la voisine et aller vous faire un resto avec votre mari. Mais dans une série de pays africains, si la maman, elle doit faire quelque chose, elle met son bébé dans les bras de sa voisine, elle y va, et puis en retour, un jour, la voisine lui mettra. Et il y a un soutien beaucoup plus important dans un ensemble de pays dits collectivistes, alors que nous, on est des pays dits individualistes et on est très seuls. Et ça a toute une série d'implications, non seulement en termes de soutien social, Oui. beaucoup moins de soutien social chez nous, mais aussi en termes, tout simplement, de la manière dont on va éduquer nos enfants. C'est ça. Dans un pays collectiviste, l'enfant individualiste, le désir individuel, les besoins individuels passent avant ceux du groupe. Quelque part, on les éduque en leur laissant penser que leurs désirs sont très importants. Mais quand vous dites ce soir on va manger de la purée, des épinards et que sais-je du poulet, et que votre enfant il dit mais moi j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir des pâtes au jambon, eh bien vous allez devoir discuter, argumenter pourquoi non aujourd'hui ça va être comme ça. Alors que dans toute une série de pays les enfants ne vont pas argumenter. Donc quelque part ça a plein d'implications qui nous compliquent la vie. Je voulais juste revenir 2 secondes sur l'interprétation de cette éducation positive. Pourquoi selon vous, est-ce qu'on l'a mal interprétée cette éducation positive ? Ça, c'est très important parce qu'effectivement, on ne doit pas se blâmer exagérément. En fait, il faut savoir qu'il y a même 70 ans d'ici, il était dans toutes les familles. Il y avait la discipline, l'autorité, la fermeté. Ça allait de soi. Ce qui était nouveau, c'était la bienveillance, la chaleur, les besoins, l'attention aux besoins spécifiques de tel ou tel enfant dans la fratrie, la conscience que les besoins de Pierre ne sont pas les mêmes que ceux de Luc, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Michel, etc. Et donc, ça, c'était le côté nouveau. Et quand les scientifiques vulgarisent, ils vont toujours mettre l'accent sur ce qu'on ne sait pas déjà. C'est pas très intéressant de répéter ce que tout le monde sait. Forcément, dire qu'il fallait de la discipline, dire qu'il faut des règles, dire qu'il faut un cadre, c'était pas très intéressant. Tout le monde le savait, tout le monde l'appliquait déjà. On a beaucoup mis l'accent sur l'autre partie, qui est tout aussi importante et très importante. Mais du coup, ça s'est perdu. Et le public, il ne va pas nécessairement revenir au fondement à toute l'histoire de la vulgarisation. Et donc, à un moment donné, le public, il reçoit ça, il lit que ce qui est important, c'est la chaleur, la bienveillance. Et donc, on en a oublié, en fait, le cadre, la discipline, qui sont tout aussi importants et qui sont rassurants pour l'enfant. Parce qu'en fait, pas de cadre, pas de règles, c'est extrêmement angoissant. Il n'y a rien de plus bienveillant que de mettre un cadre, que de mettre des règles, parce que c'est rassurant de savoir dans quel périmètre on peut fonctionner. C'est ça. Donc, il y a vraiment certaines sociétés qui sont plus touchées au burn-out parental. Bien sûr. Il y a vraiment, on le voit, donc on a mené plusieurs études internationales depuis 2017, qu'on voit effectivement des différences de prévalence importantes entre les pays et les cultures. Et donc on voit que les cultures individualistes sont clairement les plus à risque, les pays individualistes sont les plus à risque. Par exemple, si vous prenez 2 cultures collectivistes, comme certains pays d'Afrique et certains pays d'Asie, mais vous allez voir que une autre dimension culturelle qui va jouer, c'est le fait, la distance de pouvoir, comme on va appeler, et donc à quel point l'enfant se soumet, si vous voulez, aux décisions du parent. Il y a des pays où, si le parent dit, l'enfant fait, ne discute pas. Et donc ça, c'est aussi un facteur protecteur du burn-out parental. Quand vous devez tout le temps argumenter, comme nous le faisons, forcément, ça complique votre parentalité. Il faut vraiment ne pas vouloir positionner les cultures comme mieux ou moins bien. Donc nous, occidentaux, on a toujours tendance à penser que ce que nous on fait, les blancs, occidentaux, c'est le mieux et que tout le monde devrait nous recopier. Eh bien, on voit les limites de notre modèle dans beaucoup de domaines. On l'a vu en termes de ce qu'on appelait le développement économique. On était les pays développés, puis les autres étaient sous-développés. Mais on voit les limites de ça. On a usé la planète. Ce n'est pas tenable. Non. Eh bien, c'est la même chose. En fait, au point de vue ici qu'on découvre au niveau de la parentalité, à un moment donné, certaines de nos manières de fonctionner au niveau culturel ne sont pas tenables. Et donc, on atteint ici les limites de notre modèle parental parce qu'on voit que les parents sont complètement épuisés. Et on a cru qu'on allait être super bienveillant et que tout ça, c'était dans l'intérêt de l'enfant. Mais un parent épuisé, les premières et les plus importantes conséquences, c'est la négligence et c'est la violence à l'encontre de l'enfant. Le système qu'on a créé soi-disant pour protéger l'enfant est en train de se retourner contre l'enfant. Et dans toute une série de domaines, le modèle occidental atteint ses limites. Je crois que nous devons faire un pas de côté et redevenir un peu humble et se dire mais nous avons beaucoup à apprendre des autres cultures et arrêter de penser qu'on sait mieux que les autres. Allons voir comment est-ce qu'ils font dans d'autres cultures et reconnaissons que
eh bien les choses ne se passent pas moins bien. Non. Les enfants ne sont pas plus malheureux. Et apprenons des autres. Tout à fait. Sans vouloir leur imposer toujours ça. notre manière de faire. Vous observez un shift. On était très dans l'éducation positive, la bienveillance, se mettre au niveau de l'enfant. Enfin, il y avait plein de règles que j'ai moi-même appliquées à la lettre, parce qu'il fallait surtout pas que mon bébé pleure, jamais de la vie. Enfin, une énorme pression. Est-ce que là, vous observez qu'on est en train de shifter un petit peu, où il y a une évolution Oui, parce que l'histoire est un balancier. Et donc, à un moment donné, on se rend compte des limites, en fait, ou des mauvaises interprétations, parce qu'il ne faut pas qu'on jette la bienveillance, la chaleur, pas du tout. Il ne faut pas qu'on jette tout ça à la poubelle, mais on doit réinstaurer aussi, à côté, l'autre dimension fondamentale de la parentalité positive, qui est le cadre, les règles, la discipline, parce que sinon, on ne peut pas vivre en société. Et que notre principal rôle en tant que parent, et on a tendance à l'oublier, c'est en fait d'élever un enfant qui puisse s'insérer dans la société et se comporter de manière citoyenne. C'est ça. Donc, fonctionner en société. Et quand on élève tous des petits enfants rois, ça ne fonctionne plus en réalité. Et là, on a des sociétés de plus en plus violentes, de plus en plus... Parce qu'alors, on a des individualités qui n'ont pas appris à fonctionner avec les autres, qui s'entrechoquent sans cesse. Ça, c'est aussi une autre manifestation des limites de notre modèle, c'est qu'on a de plus en plus difficile à fonctionner ensemble. On a plein de bonnes raisons, plein d'indicateurs, le burn-out parental, la violence, plein de choses qui nous disent « Ouh là 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 ». Il faut qu'on réintègre l'autre pilier de la parentalité positive, que sont aussi les règles, un cadre structurant, bienveillant mais structurant. Pas de cadre, c'est l'anomie, et c'est angoissant en fait. Qu'est-ce qui cause du coup le burn-out parental ? Quelles sont les causes du burn-out parental ? Oui, et donc ça c'est important, on a évoqué la culture. Donc les causes du burn-out parental, pour structurer les choses, elles se situent à plusieurs niveaux. L'un, c'est la culture, le contexte dans lequel à un moment donné on élève ses enfants. Un deuxième ensemble de facteurs va se situer au niveau du contexte familial. Et puis un troisième ensemble de facteurs va rassembler des facteurs personnels de vulnérabilité ou de protection. Ça, il ne faut pas oublier, les facteurs à de multiples niveaux. Mais ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être très très à risque ou tomber en burn-out, c'est que vous allez avoir un déséquilibre entre tous les facteurs qui augmentent votre stress en tant que parent, que ces facteurs soient culturels, familiaux ou individuels, et les facteurs qui réduisent le stress en tant que parent, que ces facteurs de nouveau soient culturels, familiaux ou individuels. Et donc, on peut se représenter la parentalité comme une balance avec deux plateaux. D'un côté, tous les facteurs qui augmentent votre stress en tant que parent, et de l'autre, tous les facteurs qui diminuent votre stress. Dans les facteurs qui augmentent votre stress, vous avez des facteurs qui sont externes. Par exemple, un enfant qui souffre d'un trouble, d'un handicap, d'une maladie, ça c'est un facteur externe. Des pressions culturelles, on les a évoquées, etc. Vous pouvez avoir un mari ou une épouse qui est très très absorbé par son boulot et qui n'est pas présent. Et puis vous pouvez avoir des facteurs de risque, donc des facteurs qui augmentent le stress, qui sont internes. Par exemple, le perfectionnisme parental. C'est quoi le perfectionnisme parental ? C'est vouloir être un parent parfait. Qu'est-ce qui peut nous amener à vouloir être un parent parfait ? Soit qu'on a une personnalité perfectionniste tout court, et donc on veut être parfait partout, aussi dans la parentalité. Le fait de vouloir être le parent qu'on n'a pas eu. Vouloir être la maman ou le papa qu'on aurait voulu avoir. Et ça, c'est un facteur qui trouve donc racine dans une enfance douloureuse, dans le fait d'avoir eu soi-même des parents qu'on a jugés, à tort ou à raison, défaillants. Et donc on veut être ce parent qu'on aurait rêvé d'avoir. Mais en même temps, on n'a pas eu le bon modèle. Le perfectionnisme parental, c'est un très gros facteur de risque. Et parmi les autres facteurs de risque internes, on a aussi le fait d'être désorganisé. Être parent, ça demande une organisation. Donc le fait d'être désorganisé vous met à risque. Un autre facteur de risque interne, c'est le fait de ne pas avoir de bonnes compétences émotionnelles. Parce qu'être parent, c'est énormément de stress qu'il faut être capable de comprendre et de gérer en fait ce stress. Être parent, c'est faire face à beaucoup d'émotions chez nos enfants. Il faut être capable de réguler ces émotions chez nos enfants aussi. Toute une série de facteurs de risque. Et puis de l'autre côté de la balance, il y a toute une série de facteurs de protection, des facteurs qui diminuent votre stress. Et là encore, vous pouvez avoir des facteurs culturels. Il y a certaines cultures qui sont beaucoup plus tolérantes, qui vous disent être parent, ben voilà, on va faire des erreurs et on apprend tous ensemble et on va s'entraider, etc. Vous avez tous des facteurs de protection au niveau de votre famille. Ça peut être l'aide des grands-parents, ça peut être l'aide émotionnelle concrète de votre conjoint. Et puis vous avez tous des facteurs de protection dits internes, comme l'autocompassion, le fait d'être organisé, d'avoir des routines, etc., etc. Et donc, on a chacun, en fait, vous et moi, si on faisait l'état des lieux de notre balance, eh bien, on aurait peut-être des facteurs en commun et puis des facteurs tout à fait différents. Mais la plupart du temps,
en fait, dans notre parentalité, on va être à l'équilibre, voire les facteurs de protection vont dominer. Mais il y a des moments où la balance, elle est déséquilibrée, soit parce qu'on a trop de facteurs de stress qui s'accumulent, C'est ça. soit parce qu'on n'a pas assez de facteurs de protection au niveau individuel ou au niveau collectif. Et peut-être que vous vous êtes trouvé dans une situation où par rapport à la maladie de votre fils, il n'y avait pas assez de soutien institutionnel, familial, etc. Et donc vous êtes trouvé à deux avec votre conjoint sur ce bateau et c'était juste trop lourd. C'est de dire oui, il y a du stress, mais il manque de facteurs de protection. Et quand cette balance, elle se déséquilibre pendant trop longtemps, sans qu'on puisse la rééquilibrer, c'est là qu'on devient extrêmement vulnérable au burn-out parental. Et donc le point commun de tous les parents en burn-out, c'est ce déséquilibre. Ils peuvent avoir des facteurs complètement différents à l'origine du déséquilibre, mais ils ont vécu du déséquilibre pendant trop longtemps. Vous disiez les bonnes compétences émotionnelles. Qu'est-ce que c'est d'avoir des bonnes compétences émotionnelles quand on est parent ? Alors, les compétences émotionnelles, en fait, ou ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ça recouvre en fait 5 grandes compétences. La première, c'est la capacité à identifier ce que vous ressentez suffisamment précocement, parce que quand on s'effondre en pleurs, en général, on peut identifier qu'on est triste. Quand on hurle, on peut identifier qu'on est en colère, mais arriver à identifier l'agacement, la tristesse, le stress quand il commence à monter, et puis à identifier quelle est l'émotion qui est en train de monter. Est-ce que c'est de la culpabilité ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de l'agacement ? Parce qu'on ne régule pas de la culpabilité comme de la colère, comme du stress. Ça, c'est la première dimension. Que chaque dimension a un versant intrapersonnel par rapport à mes propres émotions, mais aussi par rapport aux émotions d'autrui. Un parent qui a de bonnes capacités d'identification va pouvoir identifier ses émotions précocement et correctement, mais aussi celles de son enfant, et ne pas attendre que l'enfant explose avant d'identifier qu'il y a quelque chose là à réguler. La deuxième dimension, c'est la compréhension de ces émotions. Beaucoup d'entre nous, on confond le déclencheur et la cause. Je vous donne un exemple. Imaginons que vendredi soir, j'ai eu une semaine harassante, je suis en train de préparer à manger, je suis une mauvaise cuisinière, ça c'est vrai, ça me demande beaucoup d'efforts. Et imaginons qu'à ce moment-là, ma fille ait très très fort envie de me montrer quelque chose et qu'elle me scie pour que je vienne voir son bricolage, par exemple. Voilà. Et moi, je lui dirais, Louise, écoute, là, maman est occupée, je voudrais terminer de préparer à manger, qu'on mange, je viendrai voir après. Et puis, c'est pas son genre, mais on pourrait imaginer qu'elle scie, puis qu'à un moment donné, j'explose, je dis, Louise, ça suffit maintenant. Dans ce cas-là, sans doute que j'ai confondu le déclencheur de ma colère avec la cause. Parce qu'en fait, oui, Louise a été le déclencheur, mais elle n'était pas la cause de ma colère. Il y a eu tout ce stress qui s'est accumulé pendant la semaine, toutes ces frustrations. Je suis vraiment au bord de la rupture émotionnelle. Et quand j'arrive à identifier précocement, ok, je suis à cran, parce que il y a eu tout ça, puis j'ai mal dormi, etc., etc. Je vais pouvoir, peut-être que je vais m'énerver quand même, mais alors je vais pouvoir revenir près de ma fille et lui dire, écoute, je suis désolée. Maman est désolée, voilà, il y a eu tout ça, etc. Parce que sinon, si je ne comprends pas ça, je ne vais jamais m'excuser et mon enfant risque d'être difficile, etc. Ça, c'est la deuxième dimension, comprendre. Mais c'est vrai pour ses émotions, mais c'est vrai aussi pour celles de l'enfant. Combien de fois est-ce que nos enfants ne s'énervent pas sur nous pour un problème qui, en fait, trouve ses racines à l'école ? Alors, la troisième dimension, c'est le fait de pouvoir exprimer d'une manière qui est recevable pour l'interlocuteur. Parce que parfois, on n'arrive pas du tout à exprimer, ça reste dans notre gorge, mais donc on n'exprime pas des frustrations, puis l'autre ne sait pas s'ajuster, parce qu'en fait, il ne sait pas. Ou alors, on attend trop longtemps, puis à un moment donné, ça sort, mais d'une manière qui n'est plus du tout recevable pour l'autre et qui ne va pas être porteuse de changement. Le versant interpersonnel, c'est de pouvoir écouter les émotions de l'autre, de son conjoint, sans nécessairement prendre pour soi, de son enfant, etc. La quatrième dimension, c'est la capacité à réguler ses émotions. Que c'est pas à contrôler, à maîtriser, à mettre sous cap, c'est se dire, là, mon émotion, elle est trop forte, ou là, elle dure alors que c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, etc. Donc à pouvoir à un moment donné réguler le stress, et pareil pour son enfant, et puis finalement on va pouvoir aussi utiliser certaines de nos émotions. Les compétences émotionnelles, ça vous facilite la vie terriblement en tant que parent. On peut les travailler encore maintenant. Et heureusement, on peut les améliorer. Au Training Institute for Psychology and Health, on a une formation en ligne, parce que mon autre, vous l'avez évoqué au début, domaine de spécialité, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, on a une formation en ligne qui permet de développer son intelligence émotionnelle, parce que de fait on a beaucoup de demandes et des gens et moi-même j'étais un cordonnier mal chaussé, donc j'ai pas travaillé pour rien sur ces questions. Ça s'améliore même encore à l'âge adulte. Ok. Votre Training Institute, c'est pas uniquement pour les professionnels, c'est également pour les particuliers, pour les parents, ça. Voilà, donc il y a 2 volets, donc c'est sûr que le premier volet c'est vraiment la formation des professionnels, mais on a aussi des formations à l'attention du grand public, des parents,
par exemple, le programme Parents sur le fil, qui s'adresse aux parents qui sont vraiment sur le fil du burn-out, mais ça vise à les empêcher de tomber dedans. La formation sur l'intelligence émotionnelle, elle est déjà disponible pour les professionnels, elle est déjà disponible pour les gens en entreprise. Et puis, une version grand public va sortir incessamment. Parce que c'est tellement important, ces compétences. C'est capital, en fait. C'est capital, ça l'est. Est-ce que les parents neuroatypiques ont plus de chances de développer un burn-out parental ? C'est une excellente question. Il y a tout lieu de penser que oui, pour une série de neuroatypies, bizarrement, la recherche est surtout focalisée sur les enfants de troubles divers et variés, que ce soit le TDAH, l'autisme, etc. Donc, si vous avez un enfant qui souffre de TDAH, d'autisme ou d'autres troubles, vous êtes plus à risque de burn-out parental. Et la recherche commence seulement à s'intéresser aux parents qui eux-mêmes, ce qui est un comble puisqu'il y a des facteurs génétiques. On vient de terminer une recherche qui n'est pas encore publiée sur les parents qui souffrent de TDAH. Et ce qu'on voit, c'est que oui, les parents qui souffrent de TDAH sont plus vulnérables. Et il y a tout lieu de penser que les chercheurs qui s'intéresseraient aux parents qui souffrent de troubles autistiques, à ma connaissance, aucune étude n'est encore sortie à ce sujet, mais je n'ai pas de doute que ça va sortir. Ça me paraît évident qu'ils vont trouver le même risque augmenté, parce que l'autisme amène déjà un épuisement lié à l'adaptation. Est-ce qu'il y a plutôt des degrés dans le burn-out parental, plus ou moins faibles ? Oui. Tu as plus de risques d'être hyper fort dans le burn-out parental si tu es un parent neuroatypique et que tu cumules plusieurs casquettes du perfectionnisme, neuroatypie, probablement désorganisé, plus une intelligence émotionnelle aussi. Souvent, les parents neuroatypiques ont souvent de l'hypersensibilité. Exact. Et ça, on vient de montrer dans une étude récente soumise pour publication que l'hypersensibilité, elle aussi, augmente fortement le risque de burn-out parental. Ce que vous dites là, c'est très juste. C'est qu'en fait, souvent, des parents vont cumuler des facteurs de risque. Malheureusement, certains facteurs de risque, presque par eux-mêmes, vont en engendrer d'autres. C'est vrai pour les neuroatypies, mais c'est vrai aussi, par exemple, vous avez évoqué le perfectionnisme parental, qui en soi n'est pas une neuroatypie, mais qui va amener souvent d'autres facteurs de risque, qui est par exemple le fait de moins déléguer. C'est ça. Et donc, on va avoir effectivement parfois des cascades, des clusters en fait de facteurs qui vont d'un coup fort augmenter le risque de burn-out parental du parent. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, je pense, qu'en tant que société, on soit attentif aux plus vulnérables d'entre nous. Et ce soutien social qui est si déficitaire dans notre société, qu'on compense très maladroitement par du soutien institutionnel. Ma collègue Isabelle Roskam vient de mener une analyse extrêmement intéressante et pas encore publiée sur à quel point est-ce que le soutien dit informel ou formel, donc du soutien informel, c'est le soutien que vous avez de vos voisins, copains, de vos amis, etc., de vos copains, voilà. Le soutien formel, c'est tout ce qu'on appelle le soutien institutionnel, les allocations familiales, toutes les crèches, etc., tout ce que l'État met à votre disposition. Et de comparer le pouvoir protecteur de l'un et de l'autre. Mais il n'y a pas photo. Le soutien informel est beaucoup, beaucoup plus protecteur que le soutien formel. On est en train, dans nos pays, d'essayer de compenser maladroitement le manque de soutien social informel, mais force est de reconnaître que ça ne fonctionne pas bien. Il y a de nouveau des leçons à tirer et nous devons sortir de notre espèce de toute-puissance et de croire qu'on sait tout mieux que les autres et aller voir comment font d'autres cultures qui arrivent mieux que nous à se protéger du burn-out et organiser la société de manière à reconnaître qu'on n'est pas tous bons pour toutes choses, à s'entraider entre nous. Quelque part, on est laissé fort seul, mais quand on cumule différents facteurs de risque, ça devient parfois très compliqué. Est-ce que ces changements qu'on appelle de neveux verront le jour de notre vivant ? Probablement pas. Voilà. Dans vos recherches, dans vos publications, vous parlez du mythe du parent parfait. Oui. Qu'est-ce que c'est le mythe du parent parfait ? C'est qu'il n'y a pas de parent parfait, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'humain parfait. Donc la perfection n'est pas à notre portée en tant qu'humain, malheureusement ou heureusement. Vouloir faire croire, comme certaines publications parfois sur les réseaux sociaux peuvent laisser penser qu'il existerait des mères ou des pères parfaits, non, il n'y en a pas. Alors il y a des façades de mère ou de père parfait, comme on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous, comme moi, soit en tant que créatrice de contenu, soit en tant que psy, nous connaissons l'envers du décor de ces façades et nous connaissons des créateurs de contenu et des créatrices de contenu qui, derrière la façade, sont complètement... La façade, la réalité, ce sont deux choses différentes. Nous sommes profondément humains, mais aussi parce que nous développons certaines de nos forces et certaines de nos plus belles qualités sur les faiblesses aussi de nos parents. Et peut-être que vous pensez à certaines de vos plus belles qualités que vous avez développées en réponse à certains des pires défauts de vos parents. Les aspérités, elles sont nécessaires
pour développer déjà notre résilience. C'est ça. Il n'y a aucun enfant qui a pu développer les muscles de ses jambes sans avoir fait l'effort de se relever et d'être tombé un certain nombre de fois. Donc oui, il faut des aspérités pour développer quelque part sa résilience. C'est très important. Dans notre culture, pour le moment, on a tendance à mettre parfois nos enfants sous une espèce de cloche de verre, et on parle d'enfants coton ou d'enfants en verre, justement, qui ne sont plus assez résilients pour faire face aux épreuves de la vie. Et c'est ça le paradoxe, c'est que la société, elle devient de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de challenges et on l'oublie. Mais notre rôle en tant que parents, c'est quand même de les y préparer. Mais c'est pas pour autant qu'on doit les jeter d'emblée dans nos familles, dans un milieu hostile. Bien sûr que non, on doit leur apporter beaucoup de sécurité, beaucoup de bienveillance, etc. Mais on doit aussi les préparer au fait que il y a des choses difficiles et les amener à pouvoir relever des obstacles. Être imparfait, c'est aussi offrir à son enfant la possibilité de développer ses propres qualités, sa propre résilience. Et c'est lui enlever une pression. C'est qu'il voit que papa et maman ne sont pas parfaits et donc il ne doit pas non plus, lui, être parfait. On ne le laisse pas dans l'illusion qu'il devrait être parfait parce que ce n'est de toute façon pas possible. Ça résonne beaucoup, oui. Est-ce qu'il y a des périodes où on est plus à risque dans la vie de l'enfant de développer un burn-out parental, certains âges, certaines étapes? Est-ce que c'est aussi peut-être lié au nombre d'enfants? Eh bien, nous pensions, Isabelle et moi, et même le consortium des plus de 100 chercheurs qui nous entourent de par le monde, en fait, on pensait que les facteurs démographiques jouaient beaucoup. Qu'on avait dans l'idée que si vous avez 5 enfants, vous êtes beaucoup plus à risque de burn-out parental que si vous en avez un, que si vous avez des enfants en bas âge, vous êtes beaucoup plus à risque que si sont plus âgés. C'était tout à fait faux. On s'est trompé sur toute la ligne. Si vous avez des enfants en bas âge, vous êtes un tout petit peu plus à risque. Mais en fait, l'adolescence, c'est aussi une période difficile. Quand vous avez des enfants qui souffrent de handicap, malheureusement, ce handicap, il disparaît pas aux 5 ans de l'enfant. En fait, il continue. Il y a certains handicaps, d'ailleurs, qui sont, je vais dire, plus faciles à gérer quand l'enfant est plus jeune ou en primaire et puis qui s'accentue, plus compliqué, dont le poids devient plus important quand l'enfant devient adolescent, dont le stress devient important par rapport aux institutions, etc. On voit aussi, et on n'y avait pas pensé au départ, que des parents d'enfants tanguis, donc qui restent à la maison, eh bien ça peut peser extrêmement lourd aussi. Oui. Qu'en fait, oui, les parents sont un peu plus à risque quand les enfants sont petits, mais il n'y a pas d'âge, malheureusement, pas d'âge de l'enfant et du parent, malheureusement, pour faire un burn-out parental. Et alors, par rapport au nombre d'enfants, on se dit, mais enfin, mais non, les parents qui ont un enfant ne sont pas plus à risque. Enfin, les parents qui en ont 5 ne sont pas plus à risque que les parents qui en ont un, à peine plus à risque. Et puis en réfléchissant, on s'est rendu compte, mais oui, mais quand le parent il a 5 enfants, les aînés prennent le relais. Les enfants jouent entre eux. Pour conclure, les causes, ce qui provoque vraiment le burn-out parental, c'est pas une faiblesse psychique. C'est vraiment un effet de balance, d'équilibre. Vous pouvez juste rappeler en une phrase? Pour synthétiser le point commun de tous les parents en burn-out, donc ce qu'on appelle le mécanisme étiologique, c'est vraiment un déséquilibre prolongé entre les facteurs qui augmentent le stress d'être parent, qui sont trop nombreux, par rapport aux facteurs qui diminuent le stress d'être parent. Les conséquences, c'est aussi gros dossier. Quelles sont les principales conséquences du burn-out parental? Alors le burn-out parental, c'est un trouble grave parce qu'en fait, il va avoir des conséquences à 3 niveaux. Et c'est un trouble grave. C'est un trouble grave. Ça, c'est important de le souligner. C'est grave d'être en burn-out parental. C'est grave d'être en burn-out parental et il y a tout lieu de penser sur base des recherches disponibles que le burn-out parental est plus grave que le burn-out professionnel. Qu'on se le dise. Donc c'est un trouble grave, il va avoir des conséquences graves et importantes, à la fois au niveau du parent lui-même, au niveau des enfants et au niveau du système familial et donc du couple. Alors au niveau du parent lui-même, naturellement une détérioration de la santé mentale du parent, avec la conséquence la plus grave, c'est l'augmentation extrêmement importante des idées suicidaires. Beaucoup plus importante que dans le cas du burn-out professionnel. C'est pas si étonnant, parce que vous ne pouvez pas démissionner de votre rôle de parent, vous ne pouvez pas changer d'enfant. Beaucoup de parents me disent, je me sens piégée en fait. Je me sens piégée. Ça, c'est une première raison, c'est que c'est la seule issue qu'ils voient. Mais l'autre raison, et on y reviendra, c'est qu'ils ont l'impression d'être des mauvais parents et donc ils ont l'impression que leurs enfants seraient mieux sans eux. Ça, c'est une erreur, mais ils ont cette impression extrêmement forte. Et donc, c'est pour ça que je veux rappeler encore ici, on s'en sort du burn-out parental. C'est extrêmement important, même quand vous avez l'impression que vous êtes dans le fond du trou, que vous voulez vous suicider, que vous pensez que c'est la seule solution, que vos enfants seraient mieux sans vous. Non, ce n'est pas exact, on s'en sort. Vous allez vous en sortir. C'est vraiment très important. Mais c'est une conséquence donc fréquente
très fréquente en fait du burn-out parental. Ça c'est la conséquence la plus grave. Maintenant, il y a d'autres conséquences, notamment sur la santé du parent. On va avoir une détérioration de la santé physique parce que le burn-out parental engendre des niveaux très très élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress. Quand vous vivez un stress aigu, vous allez sécréter beaucoup de cortisol, c'est rien du tout. C'est pas mauvais pour votre santé, il va redescendre. Mais quand vous sécrétez beaucoup de cortisol de manière chronique, alors ça commence à devenir mauvais pour la santé physique et ça participe à la détérioration d'une série d'organes. Ça, c'est une autre conséquence importante du burn-out parental. Une troisième conséquence, c'est que le burn-out parental, comme le burn-out professionnel d'ailleurs, augmente le risque de dépendance à l'alcool. Vous allez chercher à diminuer la tension, à vous changer les idées. Donc, le petit verre de vin que vous auriez pu prendre devient 3-4 petits verres de vin. Et donc, ça a été montré aussi dans le burn-out professionnel, mais c'est vrai aussi dans le burn-out parental. Donc, il y a ce risque chez les parents qui sont consommateurs d'alcool, de consommer beaucoup plus d'alcool et donc de tomber dans la dépendance. Il y a plein d'autres conséquences sur le parent, mais ça, c'est les conséquences les plus graves documentées jusqu'à présent. Alors ensuite, il y a les conséquences sur l'enfant. Et de nouveau, il va y avoir toute une série de conséquences. Au départ, comme on l'a dit, on ne tombe pas dans le burn-out parental comme on tomberait dans un trou. Donc, ces conséquences, que ce soit sur le parent, l'enfant, etc., elles arrivent progressivement. Donc, ça va être la même chose au niveau des conséquences sur l'enfant. C'est pas que du jour au lendemain, vous allez vous transformer en parent négligent ou violent. C'est que vous allez être de plus en plus irritable, de plus en plus impatient, être plus sec, et puis crier un peu plus, et puis crier de plus en plus, jusqu'à devenir... violent. Complètement. Alors, la violence verbale va être ce qu'on va observer en premier lieu. Les parents nous disent, et on le voit aussi dans des études sur des plus larges échantillons, 1000 personnes ou plus, je pète une case, je pète un plomb, je hurle comme un possédé ou comme une possédée, je suis hystérique. Les parents ne se reconnaissent plus et les enfants non plus. C'est stressant. Dans le burn-out parental, la violence va être d'abord psychologique et verbale, mais vous allez avoir chez les parents qui usent déjà de la fessée, par exemple, où vous allez avoir une augmentation très importante de la fréquence de ces comportements. Donc, si vous fessiez vos enfants une fois tous les X, vous pouvez vous retrouver à les fesser tous les jours. Vous pouvez vous retrouver à gifler vos enfants, alors qu'avant, vous ne l'aviez jamais fait, etc. Et parfois, le burn-out parental peut vous amener à être violent physiquement alors que vous ne l'avez jamais été auparavant. Et ça, c'est vraiment... Tout ça, c'est assez déchirant parce que vous avez des parents qui étaient les parents les plus bienveillants, qui avaient suivi tous les séminaires, etc., de parentalité positive et bienveillante, etc., et puis qui se retrouvent à jeter un bouquin à la tête de leurs enfants, etc. Que ce contraste dont on parlait précédemment, le parent ne se reconnaît plus, il est violent. Il est violent pour le parent lui-même. Il va alimenter les idées suicidaires, justement. On s'est posé la question des conséquences de tout ça pour l'enfant. Parce que vous allez donc avoir une augmentation des comportements de violence, mais vous avez aussi une augmentation des comportements de négligence. Ah oui. Vous n'avez tellement plus d'énergie que vous êtes recentré sur vous-même. Vous n'allez plus voir que votre enfant il est parti en hiver avec une veste trop légère, ou vous n'allez pas voir que votre bébé, vous avez oublié de lui mettre les chaussettes, ou vous n'avez plus le courage de faire en sorte que votre ado prenne cette douche, etc. Et donc, il va avoir une négligence des besoins affectifs, des besoins éducatifs et des besoins physiques de l'enfant. Et tout ça va avoir des conséquences sur le développement de l'enfant. Et donc, on va pouvoir voir, et ça, c'est bien montré dans des études chez les Chinois qui ont ces capacités à mener des études où ils vont suivre des dyades de parents-enfants pendant plusieurs mois. Nous, on a plus difficile à mener des études dyadiques ou triadiques même. Ils vont suivre papa, maman, enfant pendant plusieurs mois. Et où on va voir, en fait, que l'augmentation, par exemple, de l'hostilité de la mère ou du père vis-à-vis de l'enfant va amener une détérioration des résultats scolaires de l'enfant, de sa sociabilité, où l'enfant lui-même va avoir des comportements sociaux difficiles parce qu'à un moment donné, cette violence, on va avoir vraiment toute une série l'enfant va faire, quand ils sont plus jeunes, aussi des cauchemars, etc. Le système familial, si vous voulez, tout entier va s'en trouver abîmé. Abîmé, oui. C'est pour ça que c'est important de repérer le plus tôt possible, parce que ce qu'on voit, c'est que dès le moment où le parent va commencer à être épuisé, on va voir l'hostilité, l'impatience, l'irritabilité, mais à partir du moment où il va tomber dans la seconde phase, donc qui est la distanciation affective, là, on va avoir une explosion beaucoup plus importante des comportements de négligence et de violence. Oui, oui. Vous voyez, on doit tout faire en tant que société pour prévenir. Donc, on peut arrêter le burn-out là et faire en sorte que le parent ne tombe pas dans la distanciation, dans la perte de plaisir, dans le contraste. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire absolument. Après, même quand le parent, malheureusement, a dégringolé la pente, effectivement, il peut rester dedans plus ou moins longtemps, et donc les symptômes peuvent devenir de plus en plus sévères. C'est ça.
Et donc, on a vraiment une responsabilité collective, en fait, de repérage et d'amener des solutions le plus tôt possible. Première cause de mortalité chez les jeunes mères, c'est le suicide. Dans le burn-out parental, on a des chiffres en Belgique ou à l'international? Nous n'avons pas d'études aujourd'hui qui aient suivi des très larges cohortes où on a une mesure du burn-out parental et où on a aussi l'information de est-ce que le parent s'est suicidé ou pas. Nous, on a des informations sur la fréquence des idéations suicidaires, mais on ne sait pas si les parents sont passés à l'acte. Mais effectivement, il y a un faisceau d'informations, l'âge moyen auquel les femmes se suicident, etc., nous laisserait penser que, de fait, toute une partie des suicides de femmes sont dus au burn-out parental ou aux violences conjugales. Sans doute que ces idéations suicidaires se traduisent effectivement dans des actes suicidaires pour une partie des mères. Et des pères, d'ailleurs. Oui, parce qu'au niveau des profils, est-ce que les mères sont plus touchées que les pères? Oui, donc les mères sont plus touchées que les pères. Dans nos pays, donc typiquement France, Belgique, États-Unis, etc., parmi les parents en burn-out, on a 2/3 de mères et 1/3 de pères. Ouais. Attention, ça ne veut pas dire que 2/3 de mères vont faire un burn-out. Parmi les parents en burn-out, il y a 2/3 de mères et 1/3 de pères. Oui, les femmes sont plus touchées significativement que les hommes. Et ça, dans vos études, vous trouvez une explication? Alors bon, il faut reconnaître que la charge parentale est aujourd'hui encore assumée à 65-70% par les mères. Oui. Est-ce qu'un parent qui se soigne de burn-out parental, est-ce qu'il faut aussi soigner l'enfant qui a pu subir des négligences ou des violences psychologiques ou physiques? Oui, c'est ça, c'est exactement la question qui se pose. C'est de dire, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Quand on a pris le burn-out parental suffisamment tôt, on peut postuler que on a eu des phénomènes d'irritabilité, qu'on n'est pas encore dans des phénomènes de violence, mais de fait, quand le burn-out parental a amené cela, on devrait pouvoir aussi faire quelque chose pour les enfants. Et à l'heure actuelle, pour le moment, l'organisation des soins aujourd'hui en Belgique, il y a les soins aux enfants, il y a les soins aux parents. L'enfant va pouvoir parfois être pris en charge parce qu'il va développer des difficultés scolaires ou des troubles anxieux, etc. Et donc arriver chez un psy à qui il va éventuellement pouvoir rapporter des choses. Mais il y a très peu de ponts, en fait. C'est ça. D'un côté comme de l'autre. C'est vrai qu'on va peu prendre en charge les enfants d'un parent en burn-out, mais on va aussi peu prendre en charge les parents d'un enfant qui souffre d'un handicap ou d'un trouble. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose, ce maillage, il devrait être renforcé. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est un véritable enjeu de santé publique, le burn-out parental? Oui. Alors, c'est un enjeu de santé publique et le fait que les mutuelles s'y intéressent est un indicateur qu'elles en ont conscience pour de multiples raisons. Il y a quelque chose à très court terme, c'est que le burn-out parental, comme le burn-out professionnel, a des conséquences sur la santé. Donc, ça a un coût pour la collectivité. Bien sûr. Voilà. Mais il y a aussi un effet bien plus pernicieux qui est celui de la reproduction transgénérationnelle des violences. Vous avez été, imaginons qu'on n'aide pas un parent burn-out qui reste tout seul, qui devient négligent, violent, etc. Cet enfant, on le sait, les enfants qui sont victimes de violences ou de négligence ont beaucoup plus de risques de développer des troubles psychologiques à l'âge adulte, ont eux-mêmes plus de risques de développer un burn-out parental qui va les... Et donc, il y a une transmission en fait, transgénérationnelle de la violence dont on comprend aujourd'hui qu'elle est liée à toute une série de facteurs, mais aussi au burn-out parental. Aussi, oui. Que le burn-out parental est un des mécanismes, un des rouages par lesquels il y a une transmission transgénérationnelle de la violence. Tout ça a un coût énorme en fait pour la société. Bien sûr. Parfois, il y a des entreprises qui nous demandent qu'est-ce que nous, on pourrait changer dans nos politiques, dans nos manières de fonctionner, dans notre management pour réduire ce risque. Est-ce qu'en offrant plus de flexibilité, est-ce que par exemple permettre aux parents de plus facilement s'absenter pour aller chez le dentiste ou quoi, etc. Est-ce que ça va aider? Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition? Et donc il y a toute une série d'entreprises qui ont des abonnements à des services d'outsourcing de psy, dont avant, j'ai plusieurs exemples en tête, ces entreprises de psy étaient mandatées par les entreprises pour gérer uniquement les problèmes liés au travail. L'entreprise X payait un abonnement à une entreprise Y qui mettait à disposition des psys. Et l'entreprise X disait, mais c'est uniquement pour les problématiques de travail. Et d'ailleurs, ces entreprises-là d'outsourcing de psy n'avaient que des psys, majoritairement des psys du travail. Aujourd'hui, ces sociétés
d'outsourcing de psy, en fait, sont mandatés par les entreprises pour prendre en charge aussi les problèmes liés aux burn-out parentaux, les problèmes familiaux, conjugaux, etc. Parce qu'ils se rendent compte que ça a un impact. Et donc, ces entreprises d'outsourcing de psy font aussi appel à nous en nous disant comment est-ce qu'on peut outiller nos psys pour qu'ils puissent répondre au mieux aux demandes des entreprises. Alors, si des parents se disent, tiens, où est-ce que j'en suis ? Sur ce fameux site www.burnoutparental.com, toujours sous l'onglet parents, il y a un onglet « Suis-je en burn-out parental ?» Ah oui. Et là, il y a un questionnaire que les parents peuvent remplir de manière tout à fait anonyme. Ils ne doivent même pas laisser leur adresse email, rien du tout. Ils remplissent en ligne et ils auront un feedback personnalisé qui leur dira à quel point ils sont proches ou éloignés du burn-out. Donc, on ne peut pas poser un diagnostic à distance, mais on peut dire que vous êtes éventuellement fort probablement en burn-out. Et c'est un questionnaire validé scientifiquement, c'est le questionnaire le plus utilisé aujourd'hui dans la recherche et dans la clinique pour évaluer le burn-out parental. Donc c'est tout à fait sérieux, mais ça permet de se faire une idée et parfois d'oser. Le test ne vous dira pas que vous êtes en burn-out, parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic à distance, mais il vous dira que vous êtes fort probablement en burn-out. Quels sont les next steps ? Il fait le test répond qu'effectivement, fort probablement... Consulter parce qu'on peut avoir l'impression... Mais consulter un psy ou un médecin généraliste ? Consulter, alors je suis biaisée évidemment parce que je suis psy moi-même, donc j'aurais tendance à dire un psy. L'intérêt de consulter un psychologue et particulièrement un psy qui a été formé à la prise en charge du burn-out parental, c'est que le parent en burn-out, il est tellement épuisé, y compris cognitivement, qu'il ne peut plus voir la variété des facteurs qui contribuent à son état. Il va souvent voir le facteur le plus lourd, mais qui parfois n'est pas malléable. J'ai l'impression que je suis pas en burn-out parce que mon fils est difficile, mais parfois, je ne sais pas changer cette affaire-là. Ouais. Je vois les ressources qui me manquent. Mes parents ne m'aident pas, ils sont partis prendre leur retraite au sud de la France. C'est une ressource qui manque. Et on voit parfois que les plus gros facteurs de risque, les plus grosses ressources manquantes, mais on n'a plus le panorama complet. C'est ça. Et là, il n'y a rien à faire. Un psy qui est formé, lui, va vous amener à voir toutes les petites choses qui contribuent parfois petitement, mais qui contribuent quand même et sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc parfois, on ne sait pas enlever le gros facteur, mais on va enlever plein de petits facteurs et donc ça va. Et puis, quelles ressources on va pouvoir ajouter. Et ça, c'est vraiment très important, mais on s'en sort. Mais c'est vrai que nos études, je ne dis pas qu'on ne s'en sort jamais tout seul, ça je n'ai pas du tout la présomption. Évidemment qu'on peut parfois s'en sortir tout seul, d'autant plus quand le contexte change et que des facteurs de stress disparaissent. Mais c'est vrai que quand on suit des parents en burn-out sur plusieurs mois comme on l'a fait, sans intervention, souvent ça reste assez stable. Alors que quand on a un traitement, eh bien, on voit des améliorations extrêmement substantielles après 8 semaines. 2 mois. 8 semaines. Oui. Et donc, parfois, ça prend plus de temps. Parfois, ça va prendre plusieurs mois. Parfois, ça va prendre 1 an. Mais on voit déjà vraiment des améliorations très, très substantielles après 2 mois. Quand on a un traitement toutes les... Ça, c'est vraiment... J'aurais envie de dire, quand vous avez une laryngite, une bronchite, vous allez consulter votre médecin généraliste pour éviter la pneumonie. Généralement, on a ce réflexe, la plupart d'entre nous. Parfois, pas toujours, mais on n'ose pas consulter des psys suffisamment tôt. On veut dire, comme si on devait attendre d'aller très, très, très mal pour consulter un psy. Mais non, en fait, l'hygiène mentale, les psys sont là aussi pour l'hygiène mentale. Oui, l'hygiène mentale. Pas que pour les cas les plus lourds. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir un psy en disant... J'ai l'impression que je suis très à risque ou je suis un pied dedans, c'est pas encore grave de chez grave, je suis pas encore violente, je suis pas encore, mais je sens que je suis à risque. Oui, quoi. Bien sûr. Et donc aidez-moi maintenant. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on met en place? La logique du traitement, la logique générale, puisqu'on voit bien que le traitement, il va devoir être adapté à ce qu'il y a et il n'y a pas dans la balance particulière de tel parent. Oui. Donc on peut jamais dire le traitement c'est sûr, c'est ça pour tout le monde. Non. C'est pour ça que c'est très important d'aller consulter un professionnel formé pour éviter qu'on vous dise tel truc, oui, mais qui a marché pour le voisin parce que sa balance n'est pas la même que vous. Vous avez mis un canevas en place pour tous ces thérapeutes qui sont formés? C'est ça. Mais donc la première chose, et ça c'est valable pour tout le monde, ça peut paraître bête, mais c'est disposer d'un espace sécure pour en parler. Les parents en burn-out, ils se sentent seuls, ils se sentent isolés, ils se sentent honteux, ils se sentent coupables. Ils en ont parfois parlé à leurs amis, mais parfois on leur dit « mais allez, ça va passer, mais tu vas voir, c'est pas si grave, oui, mais moi aussi, mais... »
Non, à un moment donné, il faut un espace où on puisse dire, lâcher, déposer tout son sac, dire qu'on n'en peut plus, qu'on a envie de les jeter par la fenêtre, qu'on n'a plus envie d'être mère, qu'on a envie d'être autre chose qu'un père ou une mère, que tout ça puisse être accueilli, entendu dans un espace non jugeant et bienveillant. Et là, il n'y a rien de tel qu'un psy pour offrir cet espace de parole où on peut tout dire, tout, sans être jugé, sans que le psy ne se dise « Ah, c'est une mauvaise mère ou un mauvais père ». Le psy va se dire « Cette personne, elle est en burn-out ». Ça, c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, effectivement, il va falloir voir comment rééquilibrer cette balance. Et pour ça, il va falloir comprendre ce qui est de l'ordre, ce qui est dans la balance, et puis ce qui est de l'ordre du malléable ou pas du malléable. Peut-être que vous manquez de soutien de votre conjoint. Peut-être que, dans votre cas, ça serait éventuellement possible que votre conjoint vous aide. Ça. Parce qu'en fait, vous lui avez jamais demandé où il est désireux, mais vous trouvez qu'il fait tout de travers, et donc il y a peut-être quelque chose à travailler chez vous pour lui laisser la place, accepter qu'il fera différemment, etc. Il y a d'autres familles dans lesquelles le soutien du conjoint est un facteur absent et non malléable, parce que le conjoint est essentiellement à l'étranger dans le cas d'une... parce que le conjoint ou la conjointe a fait ses enfants pour l'autre en disant « Écoute, tu les veux, je te les fais », mais moi, je n'ai pas envie de m'en occuper. Et ça arrive aussi. Oui. Et donc là, le soutien du coparent est absent et ce n'est pas un facteur malléable et on ne va pas s'épuiser. Parfois, le perfectionnisme parental est un facteur malléable. On sent que le parent, il a déjà fait un travail sur lui-même, il pourrait lâcher sur certains aspects. Et parfois, on se rend compte que la boule de souffrance liée à l'enfant qui est dans le parent est encore tellement importante qu'on va mettre trop longtemps à traiter ce perfectionnisme parental et à avoir un effet. Alors, on ne va pas le cibler en premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais le cibler, mais on ne va pas cibler ce facteur-là parce que ça va prendre trop longtemps. Il va vraiment falloir voir dans l'histoire de ce parent-là, qu'est-ce qui va être possible de faire. Imaginons 2 parents désorganisés. L'un, on se dit, en fait, voilà, le parent, il se bat trop, mais quand on teste tel ou tel truc, ça va, il le met en place et tout. Dans d'autres cas, le parent, il a TDAH, on oublie, ça va prendre trop longtemps avant qu'il puisse. Ce que le psy va devoir voir, c'est, par rapport à ce parent que j'ai devant moi, quels sont les facteurs qui ont du poids et qui sont les plus malléables et qui vont avoir un effet domino les plus importants. Et c'est vraiment ça l'enjeu et c'est ça qu'on enseigne à nos professionnels, à faire ce repérage. Et puis ensuite, évidemment, comment je travaille ce perfectionnisme, comment je travaille ces compétences émotionnelles, comment je travaille cette organisation, ces routines ou ce temps pour soi, etc., etc. Puisqu'il y a beaucoup de facteurs, on l'a vu. Et donc, comment est-ce qu'on va travailler ça avec le parent pour être le plus efficace possible? Et je tiens encore une fois à remercier Partenamu de nous avoir mis en contact parce qu'eux ont amené le sujet, ils m'ont dit Axe, on aimerait vraiment que tu travailles sur le burn-out parental. Ils m'ont proposé votre nom. Puis je me suis dit, mais c'est une star. Est-ce que vous savez que vous êtes une star? Non, mais j'ai l'honneur d'avoir effectivement participé au déploiement de ce champ et c'est vrai que chaque fois qu'un parent nous dit « Ah, je vous ai entendu là ou là » et ça a fait une différence ou voir certains parents... Vous avez sauvé des vies. Ça, c'est vraiment une joie immense et une récompense pour tout ce travail qu'avec Isabelle, c'est beaucoup, beaucoup de travail depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai que ça porte ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. C'est indéniable. On ne demande pas à un parent en burn-out d'en faire plus. Il faut parfois aussi l'extraire du contexte, comme vous le disiez en début d'épisode. Et donc ça, il faut aussi pouvoir l'accepter en tant que famille, que ça fait parfois aussi partie du soin. Oui, absolument. C'est ça. Et même, j'aurais envie de dire, pour le parent en burn-out lui-même, que prendre à un moment donné un temps off, et certains ont l'occasion de prendre 1 ou 2 semaines de vacances, d'autres retournent chez leurs parents, leurs propres parents. Ce n'est pas abandonné, mais c'est vrai que collectivement, à nouveau, pourquoi est-ce qu'un parent a l'impression qu'il ne pourrait pas prendre 1 ou 2 semaines loin de sa famille pour recharger ses batteries? Parce qu'il a peur d'être jugé. Et pourquoi il a peur d'être jugé? Parce que collectivement, nous devons changer nos mentalités. Et nous devrions davantage accepter le fait qu'on peut prendre un temps off, que ces jugements qu'on a, qui transparaissent parfois, ces jugements hâtifs sur les réseaux sociaux, etc., trop faciles. On ne connaît pas la réalité des uns des autres. On ne sait pas, c'est facile de juger, de dire moi je ferai pas ça, mais tant qu'on n'a pas été dans les chaussures de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que dans les classes sociales aussi on observe une différence au niveau du burn-out parental? Est-ce qu'il y a des classes sociales qui sont plus vulnérables? Oui. Eh bien, on observe plutôt un phénomène en U, donc c'est-à-dire que les classes sociales les plus précarisées et les plus favorisées sont les vulnérables, pour des raisons tout à fait différentes. Mais c'est sûr que dans les classes sociales plus précarisées, vous vivez dans des logements
plus petit, vous avez moins d'argent pour prendre justement une babysitter pour à un moment donné prendre une journée pour vous, etc. Donc ça y participe. Alors que dans les classes sociales plus favorisées, ce sont d'autres facteurs de risque à l'œuvre, notamment le fait d'être plus perméable à ces mauvaise vulgarisation de la parentalité positive et donc à essayer d'être ce parent parfait. Les facteurs de risque ne sont pas les mêmes, mais les classes sociales les plus et les moins favorisées sont plus vulnérables. Okay. Et si vous êtes un parent précarisé qui nous écoutez, sachez que le programme Parents sur le fil, donc si vous sentez vraiment il est vendu à prix coûtant. Okay. Donc 9 € si vous allez sur le site Parents sur le fil, parce qu'effectivement, tout le monde doit pouvoir accéder. Alors pour l'instant, en fait, il est à 9 €, on n'a plus augmenté le prix depuis 2021, donc il va augmenter légèrement parce que là, on perd de l'argent, en fait. Ça fait partie de tout ce qu'on peut mettre en place. De l'arsenal, en fait. C'est se dire, si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas quitter votre maison, vous n'avez pas de quoi vous payer un psy, etc. Et bien sûr que voilà, ce n'est pas la solution, mais ça va vous aider à faire cette balance, justement, à vous pas à pas. À votre ressource Parents sur le fil, il y a Partenamut et d'autres qui mettent Déclic. Formidable. Voilà, formidable. 3 séances qui sont entièrement prises en charge avec des rendez-vous assez rapides quand vraiment c'est l'urgence. C'est formidable. On ne sait plus respirer. Et puis, comme vous le disiez, comme vous le mentionnez, c'est vraiment. Parfois, on n'a pas la possibilité de s'extraire du domicile, de prendre une heure pour aller chez le psy. C'est parfois compliqué. Et puis, il y a les remboursements mutuels, il y a 400 € qui sont remboursés par an. Et dans les consultations psychologues, est-ce que pour les familles précarisées, il y a des psys qui adaptent ? C'est un budget, hein. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller chez le psychologue. Est-ce que ça, vous savez, s'il y a des choses qui sont mises en place ou s'il y a des... Mais chez les psychologues indépendants, c'est parfois, mais rarement le cas, parce qu'il faut savoir que beaucoup de psychologues indépendants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc ça, on ne le sait pas assez. C'est pour ça qu'il faut essayer de cumuler toutes les ressources. Voilà, c'est ça, cumuler toutes les ressources. Ouais. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez qu'on aborde ? Non, mais en tout cas, insister sur le fait qu'on s'en sort, qu'il n'y a pas de parents parfaits. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, je note. Et que collectivement, nous devons faire un travail vraiment collectif sur nous-mêmes en tant que société pour davantage nous soutenir et moins nous juger. Oui. Diminuer la pression. Et le burn-out parental, c'est grave et peut avoir des conséquences lourdes. Il ne faut pas le prendre à la légère, il faut absolument prendre soin de soi et réagir et consulter. Ouais. Oui. Et inviter du coup aussi les professionnels de la santé à se former aussi autour du burn-out parental. Est-ce que vous savez s'il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui se forment autour du... Oui. Vous voyez une nette croissance. Oui, nous, on voit vraiment... En tout cas, je dirais plutôt qu'il y a eu un énorme boom au moment de la pandémie, parce que là, les parents étaient enfermés avec leurs enfants, tous en train de travailler, etc. Et cet intérêt ne faiblit pas depuis. C'est ça. Tant de professionnels ont compris à quel point c'était grave et constituent un espace d'écoute, du coup, pour les parents. Oui, ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Quand vous voulez, vraiment, c'était passionnant. On peut en refaire tout plein, il n'y a aucun problème. Merci bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Un immense merci encore à vous, Moira, pour votre temps précieux, pour votre générosité dans la transmission de votre savoir et pour votre engagement à briser les tabous. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer dans vos groupes WhatsApp, à le partager sur les réseaux, ça fait toute la différence, surtout autour d'un sujet aussi capital. Vous pouvez aussi noter le podcast et m'envoyer de la force. Et si cet épisode existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Partenamut. Je tiens à les remercier une nouvelle fois pour leur soutien ainsi que pour leur engagement auprès des familles, facilitant au plus grand nombre l'accès aux soins de santé pour que vous puissiez prendre soin de vous, vraiment soin de vous. Je suis à la production avec Véronique François, Arthur Rousseau est à la réalisation et au montage, Alexia Aube est à la direction artistique, graphisme et design. Mon invité est Moira Nicolas Jack et j'en ai assuré l'enregistrement et l'interview au studio Planète Daron situé dans le coworking du WCCM, le Palais des Congrès de Mons. À très vite pour un nouvel épisode Axe. Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents.